Chers auditeurs, bonjour, vous êtes toujours sur Radio Courtoisie, bienvenue dans l'émission Le monde de la philosophie. Aujourd'hui, nous allons parler de philosophie des sciences, du rapport entre philosophie et science, quelles que soient d'ailleurs les sciences. Pour cela, je suis très heureux d'accueillir Monsieur Hilaire Cateau. Bonjour. Bonjour. Hilaire Cateau, vous êtes professeur de philosophie au lycée dans l'Académie de Versailles. Vous êtes également enseignant à l'Institut de philosophie comparée et vous êtes spécialiste de philosophie des sciences. Vous avez beaucoup travaillé la question. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Merci pour votre invitation. Pour commencer, je propose de simplement faire un petit historique des relations entre philosophie et science tout au long de l'histoire de la philosophie pour, dans les grandes lignes, voir quelle a été l'interaction entre philosophie et science, puisque depuis le début, cette interaction existe. Pour commencer, tout simplement, nous partons donc des présocratiques, les premiers philosophes avant Socrate, qui se voyaient comme des physiciens. Chez eux, il y a une totale indistinction entre philosophie et science. Ils s'interrogent sur la cause de ce qui est. Ils se demandent ce qui est, d'où vient tout ce qui est. Il y a une multiplicité de phénomènes, une multiplicité de choses qui me font face. D'où proviennent-elles? Quelle est leur unité? Est-ce qu'il y a une cause unique de tout cela? Quelle est cette cause d'où tout provient, dont tout est composé? Et donc Thalès, le premier philosophe, premier physicien, dira tout est eau, tout est composé d'eau. Ou Héraclite, tout est feu, au contraire. Donc il ramène toutes choses à un premier élément, tel que l'eau ou le feu. Et donc il s'interroge comme ça sur les principes des choses. Après les présocratiques, vient le fameux Platon. Platon, lui, est fasciné par la science mathématique, fasciné par les mathématiques, comme les pythagoriciens, qui avaient beaucoup creusé les mathématiques, dont Pythagore et d'autres, ses disciples. Donc Platon est fasciné par les mathématiques. Il met à l'entrée de l'académie, son école, nul n'entre ici s'il n'est géomètre. Les mathématiques sont conçues comme une préparation, comme une propédeutique à la philosophie. Il faut d'abord faire des mathématiques pour ensuite pouvoir faire de la métaphysique. Pourquoi ? Parce que tout simplement les mathématiques, c'est un premier niveau d'abstraction qui nous arrache de la sensation, qui nous arrache au monde sensible et qui nous permet d'accéder au monde intelligible, ce qui nous prépare à atteindre ensuite les idées, c'est-à-dire les formes pures des choses. Ensuite, Aristote, au contraire, le grand disciple, dissident de Platon, lui prend le contre-pied en quelque sorte de son maître, puisque lui, il insiste sur le primat de l'observation, le primat de l'expérience sensible. Aristote est notamment un très grand biologiste qui a beaucoup étudié les animaux, qui a écrit de nombreux traités sur les animaux et sur les vivants. Aristote écrit aussi un livre qui s'appelle La physique, qui est une étude de la nature, une étude du mouvement, une étude des différents composants de la nature. Et puis sa grande thèse est d'affirmer que les choses ont une substance, et cette substance précisément est conçue sur le mode de l'organisme vivant, donc un certain mode d'unification des différentes parties qui forment ainsi un tout. Aristote également met beaucoup l'accent sur la finalité qu'il découvre dans la nature. Nous y reviendrons. Ça, c'est donc pour les anciens, dans l'Antiquité. Au Moyen-Âge, de manière générale, les théologiens s'intéressent assez peu à cette question de la nature, ou en tout cas reprennent le cosmos aristotélicien, la philosophie aristotélicienne de la nature. La grande rupture, c'est évidemment Descartes. Descartes qui, comme Platon, est fasciné par les mathématiques, qui est lui-même un mathématicien, qui a beaucoup travaillé les mathématiques. Descartes propose d'aligner la physique sur les mathématiques, de concevoir le monde naturel à l'aide des mathématiques, concevoir la nature donc à partir de la figure et du mouvement, donc mathématiser la nature, étudier le monde de manière mathématique. Et Descartes disqualifie les qualités sensibles des choses, peu importe que cette table paraisse blanche ou qu'elle est telle, qu'elle me produise telle sensation au toucher. Cela, au fond, est superficiel. Ce qui importe, c'est une détermination mathématique de la chose. Leibniz, également, grand disciple de Descartes, très mathématicien, un de ceux qui découvrent à cette époque-là le calcul infinitésimal, grand physicien aussi, développe une physique de la force. Voilà, je passe rapidement, et nous arrivons à Kant, qui lui, le grand point de départ de la réflexion kantienne, c'est de voir la différence entre d'un côté les progrès des sciences, en particulier le progrès de la physique,
avec Newton, quelques décennies avant lui, et au contraire la stagnation de la métaphysique. Et donc il propose de renoncer, pour ainsi dire, c'est dit de manière grossière, mais de renoncer à la métaphysique et dans la critique de la raison pure, de fonder la physique newtonienne en s'intéressant simplement aux phénomènes des choses et en abandonnant la chose en soi, ce qui n'apparaît pas à notre conscience. Et donc il définit la nature, définition célèbre, comme un ensemble de phénomènes régis par des lois. Voilà, donc ça c'est pour Kant, qui achève en quelque sorte cette approche cartésienne de la science, cet alignement de la métaphysique sur la science. Et puis ensuite, pour passer rapidement au XXe siècle, à partir du moment où les sciences se sont trop spécialisées, se sont beaucoup spécialisées, il devient très difficile pour un seul esprit de tout connaître, d'avoir une vue globale des choses, et donc les philosophes renoncent en quelque sorte à maîtriser toute la science, acceptent la dissociation entre science et philosophie. Pour autant, deux possibilités pour les philosophes contemporains, ou bien méditer tout de même une science et en tirer une certaine philosophie. On pense à Bergson, qui a beaucoup étudié la biologie, qui a beaucoup étudié le vivant, qui construit une philosophie de la vie à partir de la biologie, ou encore Wittgenstein, qui travaille à partir des mathématiques, ou Searle, qui dialogue avec la physique mathématisée et moderne, telle que nous en parlerons un peu plus tard. Donc première possibilité, dialoguer avec une science. Autre possibilité qui s'offre aux philosophes, réfléchir sur la méthode scientifique, sur la manière dont la science procède, et ce qu'on appelle la philosophie des sciences, développée par différents courants contemporains. Voilà donc pour un petit historique du rapport entre philosophie et science. Nous allons maintenant travailler davantage sur cette question de la philosophie des sciences. Qu'est-ce que les philosophes peuvent dire des sciences? Qu'est-ce qu'ils comprennent des sciences? Nous allons parcourir avec vous, Hilaire Cateau, 5 points, 5 grands thèmes de philosophie des sciences qui sont débattus à l'heure actuelle. Je les énumère rapidement. D'abord, la question de la continuité dans les sciences, de changement de paradigme qu'il peut y avoir en sciences. Ensuite, de quoi parle la science? Est-ce que la science a rapport au réel? Quel rapport au réel entretient la science? Ensuite, la grande tendance réductionniste de la science, expliquer l'esprit, notamment à partir de la matière, à partir du physico-chimique, donc naturaliser l'esprit. Quatrième problème, est-ce qu'il y a encore une place pour la philosophie de la nature, ou bien est-ce que la science se suffit à elle-même? Et cinquième problème, le déterminisme. Est-ce que la science est forcément déterminisme? Est-ce qu'elle suppose le déterminisme? Est-ce qu'il y a du hasard? Nous y reviendrons. Commençons donc par notre première question, notre premier thème. Sur cette question donc, de la continuité dans les sciences, on voit donc, lorsqu'on étudie un peu l'histoire des sciences, que les théories se succèdent et parfois des renversements, des révolutions qui s'opèrent. On donnera des exemples, bien sûr, mais des grandes ruptures qui s'opèrent dans le passage d'un paradigme à un autre. Comment est-ce qu'on peut penser cette évolution des théories scientifiques? Est-ce que la science doit se réinventer en permanence? Est-ce qu'il y a une continuité quand même dans son mode d'interrogation? Finalement, est-ce que le concept de science vaut pour tout un tas de réalités pourtant très différentes au cours de l'histoire, ou est-ce qu'il ne faudrait pas parler plutôt des sciences au pluriel? Alors, c'est tout l'intérêt justement, vous en avez un peu parlé, de la philosophie des sciences, qui est une discipline qui apparaît au 19e, 20e siècle, c'est justement de réfléchir sur les sciences qui sont les sciences empiriques ou les sciences réelles, qui ont proposé des différentes théories, différentes lois, différentes expériences. Et justement, un des premiers apports, j'ai envie de dire, ou des premiers intérêts de la philosophie des sciences, c'est de réfléchir sur la notion de progrès scientifique et l'évolution des connaissances scientifiques. Et notamment, c'est un des apports de la philosophie des sciences, c'est de critiquer une vision, ce que je dirais une vision naïve du progrès scientifique, vision qu'on pourrait définir comme une vision continuiste du progrès scientifique, c'est-à-dire la science progresserait par accumulation de connaissances et plus particulièrement par accumulation d'observations. À mesure qu'on observe de plus en plus de phénomènes ou de mieux en mieux les phénomènes, on aurait donc une amélioration continue des progrès scientifiques. Justement, cette vision un peu naïve a été un peu remise en cause en mettant en avant cette notion de révolution scientifique. Alors, le terme de révolution scientifique est pris par analogie avec la notion de révolution en politique.
Donc une révolution en politique, c'est d'abord un renversement de régime en faveur d'un pour un nouveau. Et bien par analogie, des philosophes, notamment je pense à Thomas Kuhn, qui a écrit en 1962 La structure des révolutions scientifiques, qui met en avant ce terme de révolution scientifique. Un terme qui, parfois, on l'utilise dans le langage courant pour dire il y a des nouvelles découvertes qui apparaissent à tel point que c'est révolutionnaire. Parfois, vous voyez, on parle de l'intelligence artificielle en disant que c'est une révolution scientifique. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire révolution scientifique ? Eh bien, ce que met en avant Thomas Kuhn, c'est que parler de révolution scientifique, c'est renvoyer un changement de paradigme. Pour prendre l'exemple le plus commun, le plus connu de la révolution scientifique, c'est l'apparition de la science moderne à partir de Copernic, cette révolution qui a d'abord eu lieu en astronomie. On est passé d'un système géocentrique. Donc, pour expliquer le système solaire, on disait que la Terre était au centre de l'univers et que le Soleil et tous les astres, les planètes tournaient autour de la Terre, qui, elle, était immobile. Et Copernic, qui a proposé des travaux en 1543, propose justement une nouvelle vision qu'on appelle l'héliocentrisme, à savoir, donc, fameuse idée que le Soleil est au centre et que les planètes, dont la Terre, tournent autour du Soleil. Alors, ces travaux lancés par Copernic on continue avec Galilée, qui est un successeur de Copernic et qui a travaillé pour défendre Copernic et qui a mené jusqu'à Newton, qui est la première grande théorie en physique en 1687. Et donc là, c'est une révolution scientifique. Révolution scientifique, ça veut dire qu'il y a un changement radical dans les hypothèses théoriques, changement radical à tel point qu'on ne voit plus, selon les mots de Kuhn, les choses de la même manière. Alors que dans la vision antique, en tout cas héritée des anciens, notamment d'Aristote, qui a été évolué, c'est pas directement le système héliocentrique, c'est pas directement Aristote, mais c'est un grand nom qu'on appelle Ptolémée, qui avait proposé un système de voir le monde comme un cosmos clos, limité, dans lequel il y a une région de l'univers qui est la Terre, ce que Ptolémée et Aristote appellent le sublunaire, lié au changement, et les astres qui tournent de manière parfaite et absolue. Et bien justement, l'intérêt de Copernic et par la suite de Newton, c'est de renverser complètement cette vision en disant que non, l'espace, enfin l'univers est en réalité un espace mathématique qu'on peut expliquer au moyen de lois mathématiques du mouvement, dont le premier qui est le principe d'inertie, cette idée que tout corps persévère dans son état de mouvement ou de rectiligne uniforme ou de repos tant qu'aucune force extérieure ne vient l'en changer. Et donc ça, c'est le premier paradigme dans le sens qu'il y a des ruptures en science. Et c'est ça ce point important qui nous fait dire que la science ne se contente pas d'observer les phénomènes petit à petit, mais cherche à les expliquer. Et donc, il y a besoin de théories explicatives qui fondent toutes nos observations. Et le principe de ces théories, c'est qu'elles supposent des hypothèses théoriques. Par exemple, si je reprends l'exemple de Newton, une grande hypothèse que défend Newton, c'est qu'il y a une force qui s'exerce à distance et qui attire les corps les uns vers les autres, c'est la gravitation. Et qui explique pourquoi les corps s'attirent les uns vers les autres et surtout pourquoi les planètes tournent autour du Soleil. Donc vous voyez, c'est une hypothèse que fait Newton pour expliquer les phénomènes. Et ensuite, tout l'intérêt des recherches scientifiques sont de confirmer ou de corroborer ces hypothèses au moyen d'expériences. Mais il y a toujours cette idée qu'on n'est jamais à l'abri que certaines hypothèses qu'on fait soient infirmées par les expériences et qui peut mener à de nouvelles théories. Et donc c'est justement ce qui souligne cette discontinuité en science. Qu'est-ce qu'il se passe finalement dans la tête d'un scientifique lorsque il pratique cette révolution, lorsqu'il retourne le paradigme, lorsqu'il change complètement de vision du monde ? Eh bien, ce que explique notamment Thomas Kuhn, c'est que le paradigme est précédé d'un moment qu'on appelle une crise. C'est-à-dire un moment où les scientifiques se rendent compte que la théorie que l'on a n'arrive pas bien à expliquer tous les phénomènes. Et donc sa période de crise mène à des recherches dans le but soit de défendre le paradigme, soit de proposer de nouvelles hypothèses et de nouveaux paradigmes. Et ce moment de crise est très intéressant puisque c'est un moment où le scientifique examine différentes hypothèses et doit choisir parmi les hypothèses, mais il n'y a rien
qui peut déterminer le scientifique à changer d'hypothèse. Pour prendre deux exemples qui me semblent très intéressants, c'est que, donc, si on prend l'exemple du mouvement et de la physique, c'est que la théorie de Newton permettait d'expliquer le mouvement des planètes. Et il y a eu plusieurs prédictions qui ont été faites, et notamment une prédiction sur le mouvement d'Uranus qui avait été infirmée par les expériences. Et donc là, première crise, vous voyez, il y en a plein d'autres exemples, mais il y a une certaine crise. Et donc là, on se dit, est-ce que la théorie ne fonctionne pas? Est-ce qu'il faut renverser la théorie? Et bien là, ce qui a eu lieu, c'est que justement, c'est notamment le Verrier qui a fait des prédictions et qui s'est dit, il y a en réalité une planète qu'on n'a pas encore observée, mais qui existe bien et qui explique cet écart entre les prédictions et la réalité. Et ensuite, il y a eu des observations qui ont été faites et qui ont mené à la découverte de la planète Neptune. Donc ça, c'est mon premier exemple. Un deuxième exemple, qui est exactement inverse, c'est qu'il s'est passé la même chose pour la planète Mercure, qui est beaucoup plus proche du Soleil. Il y avait pareil un écart entre la prédiction, qui est ici la théorie de Newton, et les faits, à savoir il y avait un décalage dans l'orbite de Newton. Donc certains ont fait un peu la même chose et ont supposé l'existence d'une planète Vulcain qui en réalité n'existe pas et qui est pareil, c'était une hypothèse ad hoc, c'est-à-dire une hypothèse qu'on fait sans s'appuyer sur l'expérience qui est fondée sur rien. Et cette difficulté sur Mercure et le décalage de l'orbite de Mercure, c'est un des points importants sur lequel s'appuie Einstein, qui va proposer une nouvelle théorie, la théorie de la relativité générale en 1915, une nouvelle théorie pour expliquer le mouvement des planètes. Et cette confirmation de la prédiction d'Einstein par notamment l'expérience d'Eddington, qui a fait cette expérience pour confirmer les prédictions d'Einstein, ont renversé la théorie de Newton, et ce qui a mené les scientifiques à accepter la nouvelle théorie d'Einstein. Tout ça pour vous dire qu'il y a toujours ce moment de crise où il y a un décalage entre la théorie et l'expérience, mais rien ne peut forcer en quelque sorte le scientifique à changer directement de théorie. Il examine toutes ces pistes jusqu'à ce qu'il se dise il y a besoin d'une autre théorie. Et le point important, c'est que c'est pas simplement pour le passé. On peut se dire oui, ça c'était au début du XXe siècle, mais aujourd'hui c'est fait. C'est encore le cas aujourd'hui. Pour prendre un exemple toujours en physique, c'est vrai que les philosophes des sciences, ils aiment bien prendre l'exemple de la physique. On pourrait prendre d'autres exemples en biologie ou dans les sciences cognitives, mais en exemple en physique, aujourd'hui, il y a encore des travaux, des recherches, notamment parce qu'il y a deux parties de la physique, à savoir la théorie de la relativité générale d'Einstein, qui explique les mouvements macroscopiques, donc ça veut dire les mouvements des objets d'une certaine taille, les planètes, les mouvements des corps ambiants, et ce qu'on appelle la mécanique quantique, qui examine l'infinitésimale. Voilà. Donc les particules quantiques qui sont à une échelle du nanomètre. Et donc, vous voyez, encore aujourd'hui, il y a une difficulté parce que ces deux théories, ou en tout cas ces deux domaines de la science, ne sont pas encore unifiés. Donc, il y a eu des recherches qui ont été faites, je pense à un scientifique qui est très connu, qui est Stephen Hawking, qui est décédé il y a quelques années, qui avait fait des recherches pour essayer d'unifier ces deux domaines, et pour l'instant, il n'a pas réussi, et pour l'instant, on reste encore avec ces deux domaines scientifiques. Tout ça pour vous dire que la science évolue encore. Il y a des révolutions scientifiques qui apparaissent dans des domaines à chaque période, et la science continue à évoluer. On pense évidemment à la grande rupture en biologie qu'est le darwinisme contre le fixisme des espèces. Passons à un deuxième thème, la question de ce dont parle la science, de quoi est-ce que la science traite, sous quel rapport est-ce que la science traite de la réalité, est-ce que la science finalement a une portée réaliste, est-ce qu'elle dit quelque chose de vrai sur ce qui est, sur l'être, sur la réalité, ou est-ce qu'au contraire la science n'est pas une construction, un système prédictif, un système descriptif, mais qui n'atteindrait pas vraiment les choses, qui ne traduirait pas tellement la réalité, mais qui recouvrirait en quelque sorte la réalité comme un vêtement d'idées qui serait posé sur la réalité pour essayer de la transposer, pour essayer ensuite de prédire ou de décrire certains aspects sous un certain rapport. Je pense à une image que donne Wittgenstein à propos des sciences. Il dit que les sciences finalement sont comme un filet qui est posé sur une surface, et les mailles de ce filet sont plus ou moins étroites, et selon l'étroitesse de ces mailles, eh bien, nous décrirons la surface différemment. Nous verrons les choses de manière différente. Et donc, selon Wittgenstein, finalement, chaque science est une certaine taille de maille de ce filet qui nous fait découvrir certaines choses, mais en quelque sorte,
telle lunette nous avons, telle réalité nous allons observer, mais finalement, atteindre l'objectivité du réel, pour Wittgenstein, cela n'a pas grand sens. Donc finalement, de quoi est-ce que parle la science ? Est-ce que la science atteint le réel ? Alors, cette question, c'est une question très importante qui est celle de la portée de la science et des théories scientifiques. C'est-à-dire, vous voyez, c'est là la réflexion proprement philosophique, où à partir des résultats des sciences, les scientifiques ou les philosophes se posent la question, qu'est-ce que la science dit du réel ? Et donc, réfléchir à cette question, c'est pas simplement faire des calculs, mais c'est de réfléchir sur le résultat de la science, qui est une réflexion proprement philosophique. Et certains philosophes défendent une attitude, ce qu'on appellerait un réalisme, à savoir le fait que les théories scientifiques sont vraies, ou du moins sont approximativement vraies, c'est-à-dire qu'elles essayent de décrire la réalité le plus fidèlement possible. Un des arguments qui est souvent donné, c'est l'argument du miracle. Ce qu'on appelle l'argument du miracle, c'est-à-dire le fait que la science ait eu de tels résultats, à la fois des applications pratiques. Je pense aux ordinateurs, aux portables qui supposent, vous voyez, des connaissances scientifiques, mais aussi des prédictions scientifiques qui ont été confirmées, semble nous dire que ce que dit la science renvoie bien et parle bien du réel. Un autre argument qui est mentionné, c'est ce qu'on appelle la notion d'engagement ontologique. C'est notamment un auteur qui s'appelle Quine, qui dit que si on considère que les théories sont vraies, on est engagé à l'existence de certains objets dont parlent les sciences. Pour prendre un exemple, si on pense aux théories atomistes, on doit s'engager à l'existence des atomes. Voilà. Les atomes qui d'ailleurs a été une hypothèse philosophique. Pendant très longtemps, on pense aux atomistes de l'Antiquité, Épicure, Démocrite, etc. Il a fallu attendre le 19e siècle pour qu'il y ait une confirmation, une observation des atomes réellement. Donc, vous voyez, c'est cette position réaliste qui est dans une confiance en la science, et dire la science est en quelque sorte source de vérité. Mais cette position que je nommerais réaliste a été durement critiquée par certains qui disent il n'y a pas besoin que la science dise le vrai, qu'elle nous parle réellement du monde, de la façon dont se comporte le monde, il suffit qu'elle soit efficace. Une expression célèbre qui vient notamment du Moyen-Âge, qui était repris par Copernic, c'est sauver les phénomènes. Le but de la science serait de sauver les phénomènes, c'est-à-dire le monde nous apparaît d'une certaine manière. Comment il nous apparaît au moyen de nos observations, au moyen de nos instruments de mesure, et le but de la science serait uniquement de sauver les phénomènes, c'est-à-dire d'expliquer le mieux les phénomènes qu'on observe sans dire que ça a une portée ontologique. Et donc, dans ce sens-là, les hypothèses scientifiques, il suffit qu'elles soient utiles. Alors, pour réfléchir sur cette question, il y a une image que prend Einstein dans un livre qu'il a écrit avec Leopold Infeld, c'est l'évolution des idées en physique. Il dit, et je trouve cette image très parlante, le scientifique, l'homme de science, c'est comme face à un individu qui est face à une montre fermée. Il voit, donc l'individu face à une montre fermée, il voit le mouvement des aiguilles. De même que l'homme de science, on observe le monde. Et à partir de cette observation, il imagine le mécanisme de la montre. Sauf que ce que dit Einstein, il ne peut pas ouvrir la montre pour voir le mécanisme réel. Alors qu'est-ce qu'est obligé de faire cet individu ? Il imagine le mécanisme, vous voyez, en essayant de faire des modèles, des mécanismes qui expliquent les phénomènes qu'il observe. Et bien de même, Einstein explique que l'homme de science est dans la même situation. Il fait des hypothèses théoriques, et donc cet ensemble d'hypothèses qui impliquent également des lois, que sont les théories, des représentations du monde, et il essaye que ces représentations du monde concordent avec la réalité. Mais ce qu'il dit, il n'y a aucun moyen en quelque sorte d'ouvrir le mécanisme du monde pour voir si la représentation qu'on a du monde correspond bien au mécanisme réel de la nature. Donc, ce que dit Einstein, c'est en quelque sorte une incomplétude de la science qui est dans l'incapacité de pouvoir dire si les hypothèses que l'on a sont vraies. Ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas de valeur. Attention, c'est qu'il dit on va garder une théorie si elle est bien corroborée, si elle est bien confirmée par l'expérience. Mais on est dans l'incapacité de pouvoir affirmer avec certitude que ce qu'on dit décrit bien la réalité. Donc au fond, il y aurait une forme de pragmatisme. La théorie est vraie si elle fonctionne, si ça marche.
en quelque sorte, si cela permet des inventions techniques, par exemple, si cela permet de prédire, je pense par exemple à la météo. Donc, il y aurait une forme de pragmatisme et il ne faudrait pas chercher une vérité, en quelque sorte, qui serait impossible à atteindre, une vérité pure qui atteindrait les choses, qui serait certaine d'atteindre les choses, mais si ça marche, cela confirme la théorie en quelque sorte. Oui, alors à partir de là, il y a différentes attitudes possibles. Il y a une attitude qui est ce qu'on appelle le relativisme, qui est que et c'est une attitude qui est défendue notamment par Thomas Kuhn, j'en ai parlé tout à l'heure, qui dit que les théories, les paradigmes sont incommensurables. Et donc on ne peut pas dire qu'il y a une théorie qui est meilleure qu'une autre. On est dans un relativisme total. Tout ce qui compte, c'est que ça explique bien les phénomènes. Il y a une autre position possible qui est un petit peu influencée toujours par le même texte dont je vous parlais d'Einstein, qui dit que à mesure que la science évolue, le scientifique peut espérer, peut croire qu'il se rapproche de la vérité. Et donc, cette position qui n'est pas un relativisme au sens fort, mais ce qu'on pourrait appeler un certain relativisme modéré, ou en tout cas cette croyance que les théories qu'on fait sont de plus en plus adéquates, peut-être se rapprochent de la réalité, mais sans jamais l'atteindre. Et donc, dans cette optique, ce que dit Einstein, c'est que la vérité est un peu un idéal, une limite de la connaissance. Alors, le terme de limite qu'il prend, je précise pour nos auditeurs qui sont férus des sciences, c'est sa notion d'abord mathématique. Oui. Une fonction, une courbe se rapproche d'une limite sans jamais l'atteindre. Oui, eh bien, c'est la même chose. C'est qu'il dit que les théories scientifiques se rapprocheraient petit à petit de la vérité, mais sans l'atteindre. Tout ça pour dire que la notion de vérité est complexe en science et que ça n'a pas du tout le même sens que la vérité au sens courant, parce que par définition, la science progresse sans cesse, évolue sans cesse, et donc on ne peut jamais dire que les théories qu'on a aujourd'hui sont vraies de manière définitive. Mais il y aurait quand même un progrès scientifique. Vous pensez qu'il y a quand même un progrès scientifique qui nous fait nous rapprocher de la réalité, qui peut-être est un idéal qu'on n'atteindrait jamais, mais vers lequel on tendrait, donc on s'en approcherait quand même de plus en plus? Il me semble que on peut le voir comme cela, notamment d'après ce qu'on a dit, cette idée de prédiction et de confirmation par l'expérience qui nous permet de dire que c'est pas simplement que les théories actuelles sont plus adéquates que les théories qui précèdent. Je pense, pour reprendre l'exemple de Newton et Einstein, la théorie d'Einstein est un peu plus adéquate, parce que non seulement elle explique les phénomènes qui expliquaient Einstein, mais elle en explique d'autres. Les phénomènes qui sont à vitesse très élevée, qui se rapprochent de la vitesse de la lumière. Donc, de ce point de vue-là, on peut affirmer un certain progrès dans le sens d'une adéquation, dans le sens d'une amélioration, d'une plus grande précision. Mais est-ce que ça veut dire que, toutes les hypothèses théoriques qui sont contenues dans la science sont vraies? Ça, c'est une autre question. Et si je peux rajouter un point, c'est le fait que une théorie, c'est toujours un ensemble. C'est pas une seule hypothèse, on ne peut pas prendre une hypothèse séparément, l'évaluer et voir si elle est vraie ou elle est fausse. C'est toujours une hypothèse, une théorie dans son ensemble, l'ensemble des hypothèses qui sont confirmées ou réfutées par l'expérience. C'est un auteur qui s'appelle Pierre Duhem, qui est un grand physicien du 19e siècle, qui a beaucoup développé sur cette idée, notamment en disant qu'il n'y a pas une expérience qu'il appelle une expérience cruciale, c'est-à-dire une expérience qui permettrait de réfuter définitivement une théorie. Parce que dans le cas où une expérience ne va pas dans le sens de la théorie, eh bien, on ne sait pas par où chercher. Donc, on ne sait pas quelles hypothèses sont vraies, quelles hypothèses sont fausses. Donc, vous voyez, les théories scientifiques sont tout le temps un ensemble d'hypothèses et de lois dans lequel il me semble difficile de pouvoir déterminer avec certitude quelles hypothèses sont vraies et quelles hypothèses sont fausses. Donc, on peut affirmer qu'il y a un certain progrès scientifique dans le sens d'une plus grande efficacité prédictive et peut-être une plus grande adéquation avec la réalité, mais dans nos hypothèses que l'on fait théoriques, il est difficile de pouvoir affirmer avec certitude si ça correspond bien au réel ou pas. Ce qui finalement rejoint un peu l'hypothèse, la théorie plutôt de Popper, Karl Popper, selon laquelle finalement une théorie n'a de validité que si elle est falsifiable, c'est-à-dire que si elle est réfutable, que si on peut l'infirmer à l'aide de certaines hypothèses. Oui, tout à fait. C'est ce critère très important que met en avant Karl Popper, qui est qu'on ne peut jamais dire de façon positive qu'une théorie est vraie, mais toujours de façon négative
quand elle n'est pas corroborée par les expériences. Et ça, c'est ce critère que met en avant Karl Popper et qui est important. Et pour lui, c'est pas du tout une limite des théories scientifiques, mais c'est ce qui fait toute leur valeur. Notamment, Karl Popper, quand il écrit cette idée, il renvoie à des théories, à deux en particulier. D'une part, le marxisme, qui explique l'évolution des sociétés à travers la notion de lutte des classes, et d'autre part la psychanalyse, qui veut expliquer les phénomènes de la conscience à travers cette hypothèse de l'inconscient. Et ce que dit Karl Popper, c'est que ces théories ne sont pas scientifiques, selon lui, parce qu'on ne peut pas les falsifier. C'est-à-dire, on ne peut pas faire une hypothèse qui testerait la théorie. Et donc, on voit bien que la seule chose qu'on peut faire, vous voyez, avec une théorie scientifique, c'est d'essayer de la tester par l'expérience. Mais le résultat de l'expérience ne nous dit pas la théorie est vraie. Tout ce qu'elle nous dit, c'est les hypothèses confirment ou corroborent la théorie, c'est-à-dire sont en adéquation avec les hypothèses. Et dans le cas où il y a une inadéquation, c'est une invitation, en tout cas un signe pour la rejeter. Donc vous voyez ce caractère de falsifiabilité qui est assez important, c'est comme s'il n'y avait qu'un critère purement négatif, dire voilà les théories qui sont fausses, mais quant à dire les théories qui sont vraies, on ne peut pas l'affirmer. Chers auditeurs, nous nous retrouvons dans quelques instants pour continuer à réfléchir sur ces questions. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Vous êtes toujours sur Radio Courtoisie dans le monde de la philosophie. Nous traitons aujourd'hui de philosophie des sciences. Nous avons vu déjà deux grands thèmes, deux grandes questions de philosophie des sciences, le problème de la continuité et du changement de paradigme en sciences et la question de ce dont parlent les sciences, de la manière dont elles traitent de la réalité, de leur engagement réaliste ou au contraire de leur relativisme. Troisième thème que j'aimerais que nous étudions aujourd'hui, la question du réductionnisme en science. La science, semble-t-il, est comme menacée par une tentation permanente qui est le réductionnisme, à savoir un principe d'économie tout simplement, expliqué avec le moins d'hypothèses possibles, avec le moins de causes possible, et donc notamment grande tentation d'expliquer tout simplement à l'aide de la matière, et cela se traduit notamment en sciences cognitives par un réductionnisme ou un naturalisme où on tente de naturaliser l'esprit, de naturaliser l'intelligence et de l'expliquer simplement à l'aide de mécanismes physico-chimiques. Est-ce qu'au contraire il faut poser une irréductibilité de la sphère de l'esprit? Est-ce qu'on peut vraiment expliquer le plus par le moins? Est-ce que ce réductionnisme latent, presque consubstantiel à la méthode scientifique, est tout à fait vérifié et véritable? Alors, la question du réductionnisme est très importante et s'appuie sur le succès de la physique dont on a parlé. Et donc, c'est à partir du XVIIIe et surtout du XIXe siècle qu'on s'est dit que la physique marchant tellement, on va étendre le succès de la physique et des sciences empiriques à d'autres sciences. Donc, ça a d'abord eu lieu en biologie d'une part, et ensuite, on l'a étendu ce qu'on appelle parfois les sciences humaines, c'est-à-dire la sociologie ou la psychologie, en se disant on va utiliser exactement la même méthode expérimentale pour expliquer l'ensemble de la réalité. Et donc, c'est une position réductionniste, comme vous l'avez bien dit, puisqu'on réduit la réalité à nos observations, ce qu'on peut observer, à ce qui est matériel. Et alors, ce principe, j'ai envie de dire, qui serait un peu un principe méthodologique, qui a eu lieu en psychologie, a mené aux sciences cognitives. Alors, le principe de la psychologie a été qu'on va prendre des modèles pour expliquer l'esprit humain. Un premier modèle qui a eu lieu pendant longtemps, c'est ce qu'on appelle le behaviorisme. C'est-à-dire, pour expliquer l'esprit humain, on va s'appuyer uniquement sur les comportements qu'on peut observer. Et dans le behaviorisme, le modèle pour expliquer l'humain, c'était un peu la boîte noire. C'est-à-dire, on considère l'esprit humain comme une boîte noire dans laquelle il y a stimuli et réponse. L'exemple, souvent, c'est Pavlov et la théorie pavlovienne, qui est que, sans doute, les auditeurs connaissent peut-être cet exemple des réactions pavloviennes, c'est-à-dire, on présente à un chien de la nourriture et on sonne en même temps qu'on lui présente de la nourriture. On répète plusieurs fois. Le chien va s'habituer à entendre
le son de la cloche et en même temps avoir sa nourriture. Et donc, à partir du moment où on va sonner la cloche, sans même qu'il y ait de la nourriture, le chien va baver, c'est-à-dire va attendre en fait la nourriture et s'attend à avoir la nourriture. Et donc, c'était ce premier modèle pour expliquer les sciences de l'esprit, ce qu'on appelle le behaviorisme. L'esprit est uniquement une réponse à des stimuli externes. Alors, ce premier modèle a été critiqué, et il y a un deuxième modèle qui est le modèle en vigueur aujourd'hui, qui est issu des sciences cognitives. C'est toujours, on prend un modèle pour expliquer l'esprit, mais on prend le modèle, et c'est très intéressant, le modèle de l'ordinateur. À savoir, on explique l'esprit comme étant un système de traitement d'informations. C'est ça le principe des sciences cognitives, où en fait l'esprit est réduit en quelque sorte à être un ordinateur. Il traite les informations qui viennent dans le cerveau pour ensuite permettre des réactions. Donc ça, c'est le principe des sciences cognitives. Et une grande question qui se pose, c'est est-ce que l'esprit humain se réduit à un système de traitement de l'information. Et c'est une question très intéressante. Il y a eu plusieurs... c'est un vrai débat aujourd'hui en philosophie. Il y a plusieurs arguments qui ont mis en avant une difficulté. Il y a un premier argument, c'est ce qu'on appelle la thèse de la réalisation multiple. C'est-à-dire, c'est sur l'interaction entre l'esprit et le cerveau. C'est est-ce que l'esprit peut s'expliquer uniquement par le cerveau. Et ce qu'ont mis en avant des recherches vraiment empiriques, expérimentales, c'est qu'une fonction de l'esprit peut être instanciée par plusieurs états cérébraux. Et donc, ça a critiqué une thèse, une représentation un petit peu rapide de la réalité, selon laquelle l'esprit humain, en fait, une pensée correspond à un neurone, un état du cerveau. Ça, c'est le premier argument qui a mené à dire qu'il faut penser d'une autre façon l'interaction entre l'esprit, c'est-à-dire la matière, le physico-chimique, et d'autre part l'esprit, le cerveau et l'esprit. Un autre argument très important qui a été mis en avant et qui est objet de beaucoup de discussions, c'est la question de la conscience, et plus particulièrement de ce qu'on appelle l'expérience consciente. Alors, c'est un auteur qui s'appelle Nagel qui a mis en avant dans un article la notion d'expérience consciente en disant quel effet cela fait d'être une chauve-souris. Ce qui veut dire, c'est que on n'arrive pas encore à expliquer l'expérience consciente, c'est-à-dire le fait d'être conscient, ça ne s'explique pas encore physiquement. C'est-à-dire le fait d'être conscient, c'est le fait de voir une couleur, par exemple, le fait de ressentir une impression, d'avoir une sensation. Si on peut bien expliquer certaines fonctions de l'esprit de façon presque mécanique, ce qu'on appelle d'avoir accès à certaines informations, la mémoire, etc., le fait même d'être conscient, d'avoir une expérience consciente, semble résister, en tout cas pour l'instant, à une réduction physique. Et donc, vous voyez, c'est une question qui se pose. Est-ce qu'on peut réduire l'esprit à la matière ? Les recherches aujourd'hui et la réflexion sur l'expérience consciente, ce qu'on appelle parfois les qualia, les qualités subjectives de l'expérience, semblent nous indiquer qu'il y a quelque chose dans l'esprit qu'on pourrait appeler d'irréductible. En tout cas, on ne peut pas réduire l'esprit à la matière. Merci, grande question qu'il nous faudra approfondir peut-être dans une prochaine émission. J'aimerais traiter maintenant en quatrième point la question de ce que peut encore la philosophie face ou avec les sciences. Est-ce que les sciences finalement se suffisent pour expliquer la nature, ou est-ce qu'il y a encore une place pour ce qu'on pourrait appeler une philosophie de la nature, une enquête de nature philosophique et pas simplement expérimentale sur la nature, peut-être qui s'interrogerait sur ce qu'est la nature déjà, ce qu'est le mouvement, tout ce que Aristote finalement faisait dans sa physique, dont j'ai parlé en début d'émission. Est-ce que finalement l'aristotélisme a encore une portée, une certaine valeur aujourd'hui, ou est-ce que du fait du caractère caduc de beaucoup de démonstrations scientifiques d'Aristote, en biologie, en physique également, du coup sa philosophie de la nature est également caduque, ou est-ce qu'au contraire on peut garder en quelque sorte ses principes philosophiques, quitte à rejeter certaines de ses conclusions, certaines de ses observations. Est-ce qu'il y a encore une place pour la philosophie de la nature aujourd'hui ?
Alors, c'est une grande question. Ce que vous dites me fait penser à une phrase très connue de Stephen Hawking, qui a écrit dans Y a-t-il un grand architecte dans l'univers, cette phrase qui me semble très forte: la philosophie est morte, faute d'avoir suivi le développement des sciences modernes, en particulier de la physique. Il continue en disant: ce sont les physiciens qui ont repris le flambeau du savoir. Et donc, ce que veut dire Stephen Hawking, ce serait cette idée que pendant longtemps, la philosophie a une place dans le savoir, a expliqué le monde, et maintenant c'est fini, et c'est la place à la science, et la philosophie n'a plus rien à dire. Alors, cette affirmation est paradoxale, pourquoi ? Parce que juste après qu'il ait dit ça, Stephen Hawking fait un livre de philosophie. Et il fait 200 pages pour expliquer est-ce qu'il y a une origine de l'univers, mais c'est des explications philosophiques. Donc c'est assez paradoxal d'affirmer la mort de la philosophie tout en faisant de la philosophie. Mais ce que veut dire Stephen Hawking, c'est cette idée que est-ce que la seule façon de comprendre la nature, c'est au moyen des sciences ? Et ça a été un projet qui a eu beaucoup d'influence, qu'on appelle le positivisme, à savoir qu'il n'y a que la science qui peut nous apporter des connaissances sur le monde extérieur, et que d'une part, la religion, la théologie, etc., c'est dû au passé. D'autre part, la métaphysique et la philosophie, de même, c'était des explications dépassées. Aujourd'hui, il n'y a que la science qui puisse nous expliquer le monde. Alors, il me semble, deux points. Tout d'abord, ce qui est intéressant, c'est que ces auteurs, je pense d'une part à Auguste Comte et d'autre part à Carnap, qui sont vraiment des représentants du positivisme, ont également développé une philosophie. Et donc, on ne peut pas rejeter la philosophie en disant il n'y a que la science. La philosophie a également un rôle à jouer. Un premier rôle, ce que reconnaissait notamment Carnap, d'expliquer les présupposés de la science, tout simplement, d'essayer de comprendre la nature et la portée de la science et de la connaissance scientifique, bref, en quelque sorte, faire de la philosophie des sciences. Donc déjà, vous voyez, on ne peut pas balayer directement la philosophie en disant il n'y a plus que la science, on n'a plus besoin de faire de la philosophie. Il y a besoin de la philosophie déjà pour expliquer la science. Bon, alors, est-ce qu'on peut en réduire, s'arrêter là ? Parce qu'il y aurait le risque, en quelque sorte, pour paraphraser un petit peu une expression qui avait lieu d'abord pour la théologie, le fait que la philosophie soit servante de la science. Dans cette vision, la philosophie est un peu la servante de la science, puisqu'elle ne donne aucun savoir, elle clarifie le savoir de la science. Il y a justement des penseurs qui mettent en avant l'actualité d'une philosophie qui réfléchit sur la nature. C'est-à-dire cette idée que la science, c'est une voie d'accès à la nature, au moyen justement d'hypothèses, d'observations, de mesures, dans lequel la réalité est réduite à quelque chose de mesurable, qu'on peut observer, et d'autre part, une philosophie qui examinerait la nature, j'ai envie de dire, à l'œil nu, c'est-à-dire sans passer par des instruments de mesure, par des observations, mais qui essayerait de s'appuyer sur le langage ordinaire, sur une expérience commune de la réalité pour avoir un discours proprement philosophique sur la nature. Et il me semble que, loin d'opposer ces deux démarches, elles sont peut-être complémentaires. Et j'en veux notamment Bergson, qui dit dans un texte La spécialité, qui est en fait une conférence qu'il avait adressée à des lycéens, où Bergson expliquait que un des problèmes de la science aujourd'hui, c'est la spécialisation. À savoir qu'on s'est spécialisé chacun dans un domaine particulier. On pourrait dire en biologie, en physique, en économie, etc. Vous voyez ? Et même, j'ai envie de dire, ça c'est déjà trop général. Il faudrait même, au sein de la physique, distinguer plein de recherches. Et donc, on se spécialise. Mais ce que dit Bergson, c'est qu'on manque quelque chose à être dans une hyper-spécialisation. Et il dit il faut avoir l'ambition de tout savoir et d'abord d'avoir une vision d'ensemble de la réalité. Et il prend un exemple, Bergson, qui me semble très parlant sur cette question, c'est qu'il dit avec les sciences, avec l'instrument de mesure, il prend l'exemple du microscope, on voit très bien, mais on ne sait pas ce qu'on voit. Et il dit que pour vraiment voir de quoi on parle, il y a besoin de ne plus regarder au microscope, mais de regarder à l'œil nu et de comprendre que ce qu'on voyait, c'est-à-dire les cellules qu'on était en train d'observer au microscope, sont en réalité les cellules d'une pâte d'araignée. Et donc, vous voyez, la science nous précise comment fonctionne le monde, quels sont les mécanismes, mais pour savoir de quoi on parle, c'est-à-dire quelle est la nature des choses,
Est-ce que ce dont on parle, c'est une patte d'araignée? Est-ce que c'est une roche? Vous voyez, pour prendre l'exemple du microscope, quel type de réalité c'est? Et il y a besoin d'un regard qui est un regard proprement philosophique, qui essaierait de saisir la nature des choses, leur essence. Et cette démarche, vous parliez d'Aristote tout à l'heure, et c'est exactement ça, c'est une démarche qui avait été proposée notamment par Aristote, ce qu'il appelait la philosophie de la nature, c'est d'avoir un discours sur la nature, non pas en s'appuyant sur les mathématiques, mais en s'appuyant sur le discours ordinaire, et sur l'expérience qu'on a de la réalité. Et bien que certaines conclusions scientifiques d'Aristote soient complètement dépassées, l'intuition, il me semble, ne semble pas illégitime, parce que justement, l'observation est incomplète. L'observation scientifique est incomplète. Pourquoi ? Parce que, par définition, on n'observe que quelque chose de mesurable. Quand je dis observe, c'est évidemment au moyen d'un instrument de mesure. Et donc, par définition, vous voyez, il y a une limite de la science, que la science ne peut observer que ce qui est mesurable, que ce qui peut être observé au moyen d'un instrument de mesure. Donc, tout ce qui n'est pas mesurable dépasse le simple champ de la science. Et donc, peut-être que justement, sur ce qui n'est pas mesurable, c'est à la philosophie de le traiter pour essayer de déterminer si les choses ont nature ou non. Pour prendre un autre exemple qui est plus en anthropologie, vous voyez, les sciences peuvent expliquer le fonctionnement du corps humain. Voyez. Et ça, on réussit très bien en biologie à pouvoir expliquer les différents mécanismes. Une des découvertes importantes a été l'ADN, pour comprendre ce qui est un peu l'information cellulaire initiale qui explique un corps vivant. Il y a encore beaucoup de recherches sur le cerveau, voyez, qui est encore un objet qui est très largement incompris, ou en tout cas, il y a beaucoup de choses encore à apprendre. Mais dire ce qu'est l'homme, c'est pas simplement dire comment fonctionne le corps humain. Et donc il y a besoin d'un discours autre, d'un discours philosophique pour essayer de saisir la nature de l'homme, quelles sont les caractéristiques, qu'est-ce qui nous définit en tant qu'humains. Voyez. Et ça, il me semble que c'est complémentaire à la science et on ne peut pas dire c'est la science qui répond à cette question. Et c'est ce que disait notamment Husserl, où il disait que la science ne répond pas à la question du sens. Sens de l'humanité, mais aussi sens de la vie. Et donc je pense que c'est un autre point important de la philosophie, c'est d'essayer de répondre à la question du sens. Quel est le sens de notre vie ? Pourquoi être heureux ? Vous voyez, quelle est la nature du bonheur ? Toutes ces questions qui sont des questions philosophiques très importantes, qui sont examinées par exemple en terminale, c'est ce qu'on fait aussi, c'est de réfléchir sur ces questions. Et c'est des questions, j'ai envie de dire, qui se posaient il y a 2000 ans, qui se poseront maintenant et qui se poseront encore, parce que c'est des questions, j'ai envie de dire, que se pose l'humanité par définition. Et ça, ces questions que se pose l'humanité, c'est à la philosophie, en tout cas en partie, de tenter d'y répondre. Donc si je comprends bien, il faudrait tracer en quelque sorte une ligne de crête entre d'un côté donc les sciences qui prétendent expliquer la réalité et qui peuvent se muer en une sorte de positivisme qui prétendrait rejeter toute autre explication ou toute autre méthode que la sienne, donc d'un côté, et de l'autre, autre péril, autre extrême. Je pense à la fameuse phrase de Heidegger, la science ne pense pas, sous-entendu la science finalement ne dit rien des choses, n'est qu'un modèle explicatif partiel, efficace éventuellement, pragmatique. Je pense aussi à la philosophie contemporaine, dont les deux grandes branches sont d'un côté la philosophie analytique, qui traite du langage ordinaire, comme vous l'avez dit, qui analyse la manière dont nous parlons et qui essaie de comprendre les choses à partir de là, et d'autre côté la phénoménologie qui, elle, réfléchit plus sur l'expérience subjective, la manière dont les choses nous sont données à notre conscience. Et dans ce cas-là, en effet, la phénoménologie n'a que faire de l'observation scientifique. Donc, vous proposez de tracer finalement une ligne de crête entre ces deux extrêmes, science pure en quelque sorte, philosophie pure, et vous appelez en quelque sorte à un dialogue entre les deux. Oui, exactement. Il me semble que l'interaction la plus féconde, c'est ni une séparation stricte, c'est-à-dire ces deux plans de la réalité qui n'interagissent pas entre eux, ni le fait de les confondre. Il me semble qu'au contraire, la science a beaucoup apporté d'une part à la philosophie. Et je pense que c'est très important que les découvertes sur le corps humain, sur la nature, je pense, prenons un exemple qui est très intéressant, la question des biais cognitifs, voyez, qui nous apprennent beaucoup sur le fonctionnement de notre esprit.
à savoir ce qu'ont mis en avant les sciences cognitives, c'est qu'il y a des biais de raisonnement parfois implicites. Voyez. Et ça, c'est très intéressant. Ça nous permet de réfléchir sur la notion de rationalité, à nouveau frais. Donc, vous voyez, d'une part, la science peut nous aider à réfléchir sur ce terme de rationalité, ou plus généralement. Donc, d'une part, la science a apporté à la philosophie. Mais je pense que le sens va aussi à l'inverse, à savoir, la philosophie a beaucoup à apporter à la science, il me semble. Et parce que, et c'est ce qu'on voit dans ces scientifiques qu'on dit positivistes, qui eux-mêmes ont cherché à développer une philosophie. Voyez. Et donc, ce serait en quelque sorte un peu naïf de croire qu'on peut faire sans. Et qu'il suffit de développer des recherches, d'arriver à des résultats. Voyez. Parce que un des rôles de la philosophie dans cette interaction, c'est de dire la portée du résultat. C'est un peu ce qu'on a essayé de faire ensemble aujourd'hui. Et donc ça, c'est une réflexion proprement philosophique. Voyez. Je pense à une phrase de Russell qui dit « Les mathématiques sont la seule science dont on ne sait pas de quoi on parle, ni si ce qu'on dit est vrai. » Et je trouve ça intéressant. Il ne dit pas que la science ne pense pas, contrairement à Heidegger, il dit plutôt qu'on ne sait même pas de quoi on parle. Voyez. Et que là, je pense qu'il y a un rôle de la philosophie des mathématiques, qui est une des branches de la philosophie des sciences, qui est de justement réfléchir sur c'est quoi les objets mathématiques, de quoi on parle, est-ce qu'on parle de réalité qui existe ou de construction de l'esprit. Voyez. Et donc là, il y a un rôle important de la philosophie qui peut apporter beaucoup aux sciences, et donc je pense que loin d'y voir une opposition, une séparation, c'est dans un dialogue sans cesse recommencé, dans lequel je pense que chacun peut apporter à l'autre, et on fait progresser la connaissance. Ultime question que nous allons traiter un peu plus brièvement, la question du déterminisme en science. La science se veut donc une explication par les causes. Elle suppose donc une régularité. Il faut que les choses se produisent de manière régulière, que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Dans quelle mesure est-ce que la science a partie liée avec le déterminisme ? Est-ce qu'il y a une place pour le hasard dans les conceptions scientifiques ? Ou est-ce qu'au contraire, la science suppose que tout est déterminé pour pouvoir fonctionner ? Alors, je dirais d'abord que le déterminisme, c'est un peu un présupposé méthodologique. Ça, c'est important, qui est que ce qui est un des fondements de la science, c'est l'idée qu'on va expliquer l'ensemble des phénomènes au moyen des lois. Et donc, il y a un présupposé méthodologique selon lequel, en tout cas, présupposé qui a été énoncé au XVIIIe siècle, selon lequel l'ensemble des phénomènes peuvent être expliqués par des lois universelles, et donc l'univers dans son intégralité n'est qu'un enchaînement nécessaire de cause à effet. Le grand auteur qui est scientifique et qui est aussi philosophe qui a affirmé cela, c'est Laplace, qui affirme que l'univers dans son intégralité est un enchaînement nécessaire de cause et effet, et qu'il dit une intelligence parfaite, c'est-à-dire surhumaine, non pas une intelligence humaine, mais qui connaîtrait tout l'univers, saurait tout ce qui se passe à un instant T, et saurait tout ce qui se passe dans le futur et dans le passé. Et donc ça, c'est un peu cet idéal déterministe selon lequel l'ensemble de la nature se produit, se déroule nécessairement. Alors c'est pas, ça c'est important, c'est pas un fatalisme, c'est pas le fait que tout est écrit par l'avance, mais c'est le fait que, étant donné certaines conditions initiales d'un système ou de l'univers dans son intégralité à un moment donné, et étant donné certaines lois, il y a un unique voie en quelque sorte de l'univers, une unique évolution possible de l'univers. Alors ça, c'est ce grand principe du déterminisme qui a eu cours pendant longtemps, et cette affirmation du déterminisme a été un peu questionnée ou remise en cause. Il y a deux points qui ont remis en cause. Tout d'abord, avec l'existence de phénomènes chaotiques, c'est-à-dire des phénomènes qui semblent, par essence, inexplicables. On parlait tout à l'heure de la météo, et ça c'est un point important, qui est qu'on fait des modèles météorologiques pour expliquer l'évolution du système climatique à un instant donné. Oui. Le problème, c'est qu'on est en train d'étudier un système qui est très instable. Et donc ça mène à, une part, les prédictions sont tout le temps approchées, et il y a toujours un risque que la météo qu'on prédit soit pas du tout la météo qui est énoncée. Alors on essaye d'améliorer cela, mais il y a toujours une part d'incertitude. Et c'est ce qu'on appelle le phénomène papillon. Vous voyez, c'est un auteur, et puis Poincaré, qui a par la suite repris cette idée que de très petites causes, comme le battement des ailes de papillon, peuvent avoir des grands effets à l'autre bout de l'univers. Et donc il y a cette idée que, première limite du déterminisme, à savoir
des causes très petites et différentes peuvent engendrer des résultats complètement différents. Et un dernier point, et après j'en aurai fini, c'est la mécanique quantique qui a soulevé les recherches aujourd'hui actuelles qui ont mis en avant que la réalité semble pas complètement déterminée parce que au niveau des particules fondamentales de la matière, des particules quantiques, elles semblent être non pas chaotiques mais indéterminées. C'est ce qu'on appelle le principe d'incertitude d'Heisenberg, à savoir qu'on ne peut pas à la fois déterminer la vitesse et la position des particules quantiques. Et donc, ça semble nous inviter, en tout cas, il y a différentes interprétations possibles de la mécanique quantique, mais une des interprétations, l'interprétation principale, ce serait de dire qu'au niveau quantique, il y a une indétermination de la matière, et donc la réalité n'est pas complètement déterminée, mais qu'il y aurait une place pour un hasard dans la réalité. Hilaire Catteau, merci pour toutes ces réflexions très stimulantes, très intéressantes, qui nous poussent à travailler, à réfléchir encore. Merci beaucoup. Merci à vous pour votre invitation. Merci beaucoup. On se donne rendez-vous dans un mois. Bonne journée à tous.